Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ici sur le plateau de Bismarck pour vivre une immersion pendant toute la durée du Salon des maires. Un grand honneur aussi de rencontrer des élus locaux engagés sur leur territoire et puis d'ouvrir évidemment ce grand journal des maires avec deux invités, le maire de Vesoul et le maire de Carnac, qui est une ville alors plus petite mais connue aussi des touristes et de tous ceux qui aiment les mégalithes. On en parlera avec mes invités. Voilà, c'est le grand journal des maires. C'est la première émission et vous allez la vivre ici en immersion au sein de ce grand salon porte de Versailles. Voilà, et pour le premier grand journal des maires ici, porte de Versailles, à ce salon, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Chrétien. Bonjour Alain. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Alors on est vraiment en immersion totale au milieu de cette allée F avec des élus au niveau des stands qui traitent de la technologie. Vous êtes maire de Vesoul, maire Horizon. Vous êtes investi et vous êtes par ailleurs, faut-il le préciser, le délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté du parti Horizon, qui est un mouvement créé par Édouard Philippe. D'abord une première question qui en apparence paraît simple. C'est quoi être maire d'une commune de 15 000 habitants? C'est ça. Vesoul, c'est la préfecture de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Très belle région. Très belle région, tout le monde connaît Vesoul parce que Jacques Brel l'a chanté, mais personne ne sait où c'est, personne ne sait à quoi ça ressemble. Donc c'est aussi l'occasion d'en faire parler de Vesoul. Vous savez, être maire aujourd'hui, c'est l'accumulation d'à peu près 150 métiers. On a 150 métiers dans nos collectivités, de la puéricultrice en passant par l'ingénieur voirie, en passant par les services informatiques. Et le maire, il est le gestionnaire de chef d'orchestre de tout ça, avec une pression de plus en plus forte, à la fois extérieure. On va y venir, le coût de l'énergie, la réglementation. Et puis à l'intérieur aussi, parce qu'on a des agents qui eux aussi ont envie d'évoluer. On est aussi manager. Donc on doit être un peu chef d'entreprise. On est sur tous les niveaux, on est sur tous les fronts. Un mot d'abord dans l'actualité, parce que ça vous impacte très directement, les coûts de l'énergie. On voit des élus, et c'est un des sujets, d'ailleurs c'est un des thèmes, le thème cette année c'est les solutions. Quelle solution pour un élu local à la tête d'une collectivité de 15 000 habitants? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors déjà, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution uniforme à mettre en place sur tout le territoire. Tous les maires ont des situations différentes parce qu'ils ont négocié des tarifs différents avec des fournisseurs différents et c'est très difficile de mettre en place des solutions pour tout le monde identiques. Donc on doit tous faire preuve de beaucoup d'imagination. On renégocie les tarifs? C'est très difficile de renégocier les tarifs. Ah oui. On est face à des mastodontes de l'énergie et là aussi on doit s'interroger sur la relation inégalitaire entre ces gros fournisseurs et les collectivités locales. Faire des efforts, excusez-moi, en termes de sobriété énergétique, ça passe par éteindre les lumières, ça passe par éteindre les ordinateurs. Enfin, je veux dire, c'est des petites mesures qui peuvent baisser la facture. Il y a le comportement humain, mais c'est extrêmement compliqué de changer les comportements humains. Il y a la technologie. Ici, au Salon des maires, on a beaucoup d'entreprises qui nous proposent de solutions nouvelles en termes de tableaux de bord, en termes d'indicateurs, pour nous aider justement à quantifier les efforts. Parce qu'il n'y a rien de pire que des efforts qui ne sont pas quantifiés, dont on ne voit pas le résultat en termes de CO2 ou en termes d'euros dépensés. L'énergie, le climat. Je sais que vous attachez une attention particulière à ces questions. Pistes cyclables, ça se développe à Vesoul. Est-ce que vos habitants, la maturité, est-ce qu'ils sont prêts à tout cela ? Naturellement, ils sont prêts. Ça s'est même accéléré depuis ces 3 dernières années. Le réchauffement climatique, dont on perçoit maintenant concrètement les conséquences, et puis le Covid, ont quand même accélérer les comportements, le changement des comportements. Moi, je suis frappé de la manière dont mes concitoyens maintenant sont très attachés à ces nouvelles solutions, à ces changements de comportement. Vous savez, à Vesoul, c'est la ville du 5 minutes. On fait tout en 5 minutes à Vesoul. Il y a des sociologues qui ont parlé de la ville du quart d'heure. Nous, c'est la ville du 5 minutes. Le matin, vous déposez vos enfants à la crèche, vous prenez un rendez-vous chez le coiffeur et vous arrivez à l'heure à votre boulot. Et ça, c'est aussi très précieux. Vous avez eu un effet un boomerang des fameux Parisiens qui, pendant le Covid, se sont dit, tiens, et si on partait en Bourgogne-Franche-Comté?
Alors ça existe un peu partout, mais il est clair que nos villes moyennes ont un potentiel énorme. Vous avez vu, on vit vraiment en immersion dans le Oui. salon. Hein. Ça Ah, vit, ça bouge, ça fait du bruit aussi. Il y a de tout, c'est ça qui est bien. Concrètement, il y a eu un effet comme ça de Parisiens qui se sont dit tiens, on va s'installer à Alors, Vesoul. Directement non, parce qu'on est quand même à 3 heures de Paris, mais malgré tout, on a une image qui change. Ben oui. L'image des villes moyennes change et on se dit finalement, c'est pas si mal. Alors, la démographie de Vesoul a baissé pendant une vingtaine d'années, aujourd'hui elle est stabilisée. J'ai vu. Elle est stabilisée aux alentours de 15 000 habitants. C'est déjà pour nous un grand succès. À l'époque où on perdait 150 habitants par an, aujourd'hui on est stable, on réouvre des classes. Donc il y a sans doute un effet Covid et un effet changement de comportement. Autre enjeu central, et là on touche aux innovations et à l'entreprise, c'est revitaliser les centres-villes. Ça c'est un sujet qui est majeur pour tous les élus locaux des territoires, c'est de se dire comment je redonne vie à des vitrines et des rideaux qu'on tire. Comment on fait là ? Eh bien, on doit accumuler des outils. Et Action Cœur de Ville, qui a été lancée par le gouvernement en 2018, sous justement l'égide d'Édouard Philippe, est une vraie réussite. Parce que c'est un label qui est donné à près de 250 villes en France, qui montre qu'on se bouge et qu'on fait travailler les commerçants ensemble et qu'on modifie la voirie, qu'on a plus de sécurité publique. C'est un ensemble. L'idéal pour un centre-ville, c'est où on cumule les gens qui travaillent, les gens qui habitent et les gens qui consomment. Et ça la clé de la réussite. L'énergie, l'écologie, le commerce, je ne veux pas oublier les bassins d'emploi. Là aussi, c'est un sujet. Lorsqu'on est hors grande métropole, on voit que ces villes et certaines villes peinent à attirer, à faire venir des salariés, à faire venir des entreprises. Concrètement, comment on fait quand on est maire de Vesoul pour créer de l'emploi ? Eh bien, on s'appuie sur tout un réseau, parce que Vesoul, c'est le plus gros village du département. 15 000 habitants, c'est la plus grosse ville. Donc les vous collègues. Dites village, Alain. Oui, parce que la Haute-Saône, c'est 545 communes et Vesoul, c'est le plus gros des villages. Donc ça avait avant une connotation un peu désuète, un peu reculée. Aujourd'hui, c'est une connotation moderne. Donc on a cette image qui change et on s'appuie sur des agglomérations comme Besançon. On est à 40 km de Besançon, 180 000 habitants. Et plutôt que d'être en concurrence, on est en complémentarité. Et là où Besançon n'a plus de terrain économique pour se développer, nous, on peut en proposer. Donc on est là vraiment dans un échange de réseau de villes moyennes avec les copains de Dole, de Belfort ou de Pontarlier. On partage les mêmes difficultés. Sujet qui est un peu lié d'ailleurs à cette transhumance ou à cet exil des Parisiens. Il y a aussi l'idée que vos villes créent du coworking, créent du numérique, parce que vous l'entendez. Quand quelqu'un s'installe chez vous, il vous dit est-ce que les écoles sont de bon niveau ? Et est-ce que j'ai de la 4G ou de la 5G ? C'est ça qu'on vous demande. Vous en êtes où ? Alors nous, on a eu la chance d'être en AMI. Donc Orange a très vite répondu et l'agglomération vésulienne est totalement fibrée, ce qui est un atout concurrentiel énorme. Mais aussi, il ne faut pas que ça crée une espèce de distorsion avec le monde rural aux alentours. Donc il faut aussi que les communes rurales soient équipées rapidement. Mais c'est en train de se faire. On est en pleine transition. Dans quelques années, je pense que ce sera derrière nous. Il y a eu le plan téléphone dans les années 60. Et là, on arrive à la fin du plan fibre. Disons qu'en 2030, ce ne sera plus une question. Oui, votre enjeu, et ça concerne les zones rurales, c'est l'accès évidemment aux fermes et aux endroits isolés, parce qu'évidemment, il faut câbler. Eux aussi ont le droit d'avoir les dernières technologies. Le coworking, pour des villes comme Vesoul, pour les enjeux de Vesoul, vous dites pourquoi pas, ce qui permet d'avoir des espaces de convivialité, des espaces où on échange, où des startups peuvent venir poser leurs valises. Est-ce que ça, ce sont des éléments qui sont dans votre tête ? Naturellement, puisqu'on avait une vieille caserne en plein centre-ville, on l'a totalement rénovée pour y mettre une cité administrative. Et sur le rez-de-chaussée, on a 350 mètres carrés qui seront dédiés aux espaces publics numériques et au coworking, avec notamment les applications qui vont bien. Et ça devient quasiment une habitude pour certaines personnes. Plutôt que d'aller à Paris, de se taper 2 heures de TGV, eh bien, on peut être en visio, en grande qualité, avec ses collaborateurs. Je trouve que c'est ça qui est magique dans le numérique, il faut le dire, c'est que vous réduisez les distances. Le Covid nous a montré qu'on pouvait faire des réunions en visio. Ça se passait très bien. Vous en avez fait plein des réunions en visio, sans avoir à se déplacer soit en voiture, soit en train. Ça c'est quand même c'est un basculement quand même. Total. Naturellement, il faut un peu se respecter. Il ne faut pas que tout le monde parle en même temps. Il y a quelques règles, mais qui sont maintenant quasiment actées par tout le monde. Et ça veut dire que nous sommes capables de produire de la valeur ajoutée de la même manière que les métropoles. C'est un effacement complet de la hiérarchie où il y a ceux qui savent et ceux qui ne sauraient pas. J'ai envie de reboucler notre début de discussion parce que vous êtes passé très vite sur
qu'est-ce que c'est être un maire? Vous avez dit c'est être un chef d'orchestre. Vous avez dit c'est piloter une multitude de métiers. Est-ce que c'est pas aussi un peu un sacerdoce d'être maire quand même? Naturellement, on est maire jour et nuit toute l'année. Toute l'année. Et c'est ça aussi qu'il va falloir aussi dire à nos concitoyens, c'est que dans un monde qui s'accélère, où on veut être servi maintenant, on a les dark stores maintenant, vous voulez une brosse à dents? Ah non, j'en ai pas. Et c'est un vrai sujet. Dans ce monde où tout s'accélère, nous, on est là pour ralentir. Il faut ralentir un peu cette société où il faut réapprendre aux gens la patience, l'écoute, la compréhension. Ce sont des valeurs qu'on porte aussi. Donc ça veut dire que le maire que vous êtes, ça nécessite du temps, de l'engagement, de la pédagogie, du 100%. Du 100%, si on peut faire plus. Même 120 plus, même. Même 120. Ah bah c'est une passion. Quand on devient maire, le maire c'est la plus belle des vocations. Il y a beaucoup de fonctions électives, parlementaires, départements, régions. À portée de claque, comme on dit. Oui, mais aussi à portée de félicitations, parce que quand les gens sont contents, ils nous le disent aussi, parce qu'on dit souvent que le maire est à portée de claque, il est aussi à portée de félicitations et à portée de bienveillance. Je crois que la bienveillance, c'est aussi un mot qu'on devrait utiliser plus souvent. Avant de nous quitter, cette ville que vous aimez, dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous la voyez comment dans 10 ans? Parfois on pose la question aux humains, on vous dit mais vous voyez comment dans 10 ans? Votre ville, vous l'imaginez comment dans 10 ans? Elle a un potentiel énorme. Elle a un potentiel énorme. Je la vois avec une image totalement différente de celle qu'on pouvait avoir dans les années 70 ou 80. Merci Jacques Brel. Mais c'est une ville du 21e siècle, avec un cadre de vie préservé, avec une vie facile, où tout est facile. Quand j'arrive à Paris, je suis désolé, mais pour moi tout est compliqué. Ouais, là c'est... Voilà, il faut une énergie, il faut dépenser beaucoup d'énergie. À Vesoul, l'énergie que vous allez dépenser dans les 10 ans qui viennent, elle sera pour vous avant d'être pour tout ce qui est autour de vous. Ce que j'entends dans votre... la passion que vous mettez dans vos mots, c'est que c'est une ville à taille humaine qui, in fine, a beaucoup de potentiel. Et j'ai encore envie de dire, grâce au numérique, peut en avoir encore plus. Tout à fait. Et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Les villes moyennes sont de retour. Les villes moyennes, elles sont fières de ce qu'elles sont. Et on n'a rien à envier aux métropoles où on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a cette qualité de vie qui s'offre à tous ceux qui veulent venir. Et vous, Alain Chrétien, vous vous voyez où dans 10 ans? Oula, c'est compliqué ça hein? C'est compliqué. En tout cas, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Et j'aimerais toujours ce que je fais parce que, je vous le dis, la bienveillance, c'est dans notre nature humaine, à nous les maires. Et tant qu'on est à l'écoute des autres et qu'on est bien dans son assiette, on ne se pose pas la question de ce qu'on fera dans 10 ans. C'est surtout ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup Alain Chrétien d'être venu sur le plateau pour cette première émission du Grand Journal des maires, ici au Salon des maires, avec Bismart évidemment, et avec des acteurs pendant 4 jours. Des maires, bien entendu, et du monde de l'entreprise. Merci Alain Chrétien, maire de Vesoul, ville de 15 000 habitants, maire Horizon. Merci de nous avoir rendu visite. Et notre deuxième invité pour le Grand Journal des maires, la première émission d'ailleurs en immersion ici, porte de Versailles. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un. Alors, sa ville, vous la connaissez, j'ai envie de dire, elle est presque mondialement connue, cette ville, ou en tout cas par des millions de Français. Olivier Lepic, ravi de vous accueillir dans le Grand Journal des maires, maire de Carnac, dans le Morbihan. Effectivement, tout le monde connaît Carnac, ses plages, ses mégalithes. 5 plages, hein. 5 plages, 5 magnifiques plages. J'ai bossé mon Carnac. Un sable extrêmement blond, extrêmement fin. Très fin. Pour moi, le plus beau du monde, mais je ne suis pas tout à fait objectif. 4300 habitants le 15 février et le 15 août, 55 000. Tout à fait. Beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de personnes qui viennent évidemment passer une partie de leurs vacances estivales à Carnac, qu'on accueille évidemment avec plaisir. C'est évidemment, avec son patrimoine, la principale richesse de la commune, le tourisme. La question la plus simple que je vous pose et que je vous reposerai inlassablement, c'est quoi être maire? Et dans votre cas, je vais la prolonger la question. Il y a le maire du 15 février, avec les locaux, puis il y a le maire du 15 août. C'est le même maire où on est un peu différent, parce que les enjeux sont plus les mêmes. Alors c'est même pire que ça, parce qu'effectivement, il y a cette vie de la commune qui est très, je dirais, binaire, avec de moins en moins, parce que...
il y a 25 ans, 30 ans, l'hiver, c'était vraiment très 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 calme. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce qu'il y a le TGV, parce qu'il y a les 35 heures, parce qu'il y a les week-ends. Et donc, une grande partie des résidences secondaires viennent passer du temps, y compris l'hiver, à Carnac. Mais oui, ce sont deux choses complètement différentes. C'est renforcé également par le fait que la géographie de la commune est un peu particulière. On a Carnac-Plage qui est distincte du bourg, de la ville, qui est un petit peu plus éloignée. Et puis, on a aussi une campagne qui ressemble à la campagne bretonne avec des agriculteurs. Donc, il y a beaucoup de problématiques très différentes. C'est le même maire, mais qui doit s'adapter, je dirais, aux circonstances et au calendrier. Alors Olivier Lepic, ce qui est vraiment intéressant dans notre rencontre, dans ce grand journal des maires, c'est que vous avez 3 casquettes. Vous êtes le maire de Carnac, ça d'accord, on vient d'en parler et on va en parler. Vous êtes chercheur, hein, vous êtes docteur en histoire politique internationale, vous êtes spécialisé sur les questions de biochimie, de guerre bactériologique, ça c'est une casquette. Et puis vous êtes secrétaire général de Capgemini. Pour tout vous dire, c'est juste là, Capgemini, le stand est derrière. Il y a un très beau stand, je suis passé tout à l'heure. Comment on travaille aussi avec les collectivités. Et voilà, comment on concilie Carnac, une ville des mégalithes, des tumulus, des menhirs, et la technologie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu la passerelle entre ces deux mondes finalement ? Écoutez, la technologie, elle est de plus en plus présente dans notre quotidien, hein, et évidemment les collectivités ne sont pas, sont également concernées, même si elles ont beaucoup de retard en matière de systèmes d'information et de technologie. C'est encore un monde qui doit être, je dirais, adressé par les grandes sociétés à la fois de services informatiques, mais les fournisseurs de technologie, parce que dans des petites communes comme la mienne, voilà, on n'a pas les moyens d'avoir un directeur informatique, on a souvent un serveur avec une boîte mail qu'on gère très mal. Quand ça tombe en panne, on ne sait pas quoi faire. Et les attaques. La cybersécurité, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on voit bien et on le voit en se promenant dans les couloirs de ce salon que eh bien, c'est une problématique qui est en train d'émerger et un certain nombre de solutions sont aujourd'hui proposées aux mairies. Celles qui le peuvent doivent professionnaliser cette utilisation de la technologie, non seulement pour la gestion interne, mais également pour le rapport à nos concitoyens qui sont de plus en plus à la recherche d'informations et qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe sur la commune, disposer de plein d'informations sur la qualité de l'eau, sur tous les sujets de la vie quotidienne. Il y a un sujet qui est double pour vous, il y a la pression foncière traditionnelle, c'est-à-dire des gens qui de plus en plus veulent habiter au bord de la mer, et ce qui génère une pression forte. Et puis, il y a les Parisiens qui, pendant le Covid, se sont dit, mais après tout, je renverse la table et je pars vivre très loin, et plutôt dans des endroits aussi beaux que ceux de Carnac. Alors tout à fait, c'est à la fois, je disais, une chance et un fardeau, hein, parce que un certain nombre de lois, dont la loi littorale et la loi Allure, et c'est une très bonne chose, hein, restreignent la constructibilité le long des côtes en France, et heureusement, d'ailleurs, la Bretagne a été épargnée du béton au moment où il a coulé à flot dans les années 60. Donc aujourd'hui, le principal problème du maire de Carnac, c'est le logement et notamment le logement des jeunes familles. Eh oui. Parce qu'effectivement, le prix du foncier, qui est aujourd'hui très rare, est monté. On a 72% de résidences secondaires sur la commune de Carnac. Hein. Pour 100 maisons, vous avez 72 qui sont des résidences secondaires. Alors, il y a une partie de ces résidences secondaires vivent une grande partie de l'année à Carnac, mais quand même, c'est un taux qu'on ne doit pas dépasser. Et aujourd'hui, comme on n'a plus la possibilité de rendre constructible du foncier, eh bien, les prix montent. Les gens qui vendent leur très bel appartement dans le 16e arrondissement et viennent s'installer à Carnac n'ont pas vraiment de problème de budget. Donc ils sont prêts à payer 2, 3, 4 millions d'euros pour une très belle maison les pieds dans l'eau. Et ça exclut la population locale qui a beaucoup de mal à rester sur place. Et ça, c'est à la fois très triste, très pénible. Et d'autant plus pénible qu'on n'a pas forcément les outils, nous, maires, pour pouvoir gérer ces problématiques. Il y en a qui existent, mais ils ne sont pas assez développés. Il faudrait que l'État nous autorise à aller beaucoup plus vite sur ces questions. Je m'autorise à penser que c'est un peu un problème insoluble, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir acheter au prix une maison, c'est la négociation de gré à gré et le maire observe parfois impuissant. Oui, mais 99% du foncier sur une commune, c'est du domaine privé, donc voilà, les gens vendent, et je dirais aussi, les Carnacois qui se plaignent de temps en temps, c'est aussi ceux qui bénéficient quand ils vendent leurs biens. Il y a un vieux Carnacois qui me disait la semaine dernière dans la rue, dans les années 50, Carnac était possédé par les Carnacois. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est les Carnacois qui ont vendu. Et parfois d'ailleurs sans penser à leurs enfants à qui ils auraient pu garder une petite parcelle pour se loger. D'un côté Capgemini, qui est une activité professionnelle qui vous engage, et puis de l'autre, il y a un autre défi que vous vous êtes lancé qui est intéressant. Je l'ai vu, ce mégalithe de Carnac, qui est un lieu absolument incroyable que vous avez engagé à faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO.
c'est pas une mince affaire hein, de classer un monument au patrimoine mondial, c'est un travail long. Exactement. Alors, c'est pas seulement que Carnac. Hein. Le titre du dossier, c'est les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan, parce que nulle part dans le monde, une telle concentration de sites mégalithiques. Alors, Carnac, c'est un peu, je dirais, le vaisseau amiral, les alignements, les 3200 menhirs sur 6 km, le tumulus Saint-Michel qui sont très connus. Mais dans cette région, qui va de la presqu'île de Ruisse jusqu'à la Ria d'Etel, il y a une concentration extraordinaire de mégalithes. Comme il n'en existe nulle part dans le monde. Et pour des raisons un peu compliquées, eh bien, depuis des années, ce dossier était complexe et on l'a, je dirais, remis sur la table. Aujourd'hui, on est en phase finale. Et dans quelques mois, je pense, puisque nous allons remettre notre dossier au ministère de la Culture à l'automne 2023, eh bien, l'ensemble de ces 500 monuments, parce qu'on va classer 500 monuments sur 27 communes, seront inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je rappelle que les alignements, le tumulus Saint-Michel, c'est 7500 ans avant Jésus-Christ, c'est 2500 ans avant les premières pyramides égyptiennes, c'est les premiers exemples d'architecture monumentale humaine de l'histoire de l'humanité. Il faut le voir, c'est vrai. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nimbé de mystère, parce qu'on ne sait pas très bien quelle était la fonction de tous ces monuments. 6 km de menhirs alignés en plusieurs rangées. Aujourd'hui, même les scientifiques, les archéologues ne savent pas, il y a des théories, mais ils ne savent pas dire pourquoi. Donc c'est aussi c'est un patrimoine incroyable et c'est aussi un mystère sur lequel d'ailleurs sont venues se greffer les légendes locales, les Corrigans, l'Ankou, et ça donne ce mystère et cette beauté à ce territoire. Ouais, c'est très mystique. Ça apportera quoi ils étaient en danger, ces mégalithes, ces menhirs. Est-ce que au fil du temps, au fil de l'érosion, au fil des travaux agricoles, il y avait un danger autour de ces monuments? Alors ils ont été en danger, je dirais, pendant très très longtemps, puisque au Moyen-Âge et même jusqu'à très récemment au 19e siècle, les gens se servaient des menhirs pour construire leur maison, faire des pierres. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus possible. Ils ont été également en danger dans les années 50-60, quand l'urbanisme s'est développé de manière un petit peu galopante et qui a grignoté, je dirais, à proximité de ces sites un petit peu le paysage. Mais aujourd'hui, évidemment, ils sont protégés. Ce que va apporter l'UNESCO, c'est évidemment une reconnaissance internationale pour un bien qui parle à l'humanité, parce que c'est vraiment, encore une fois, un bien unique sur notre planète. Attirer encore plus de touristes, Olivier? Pas forcément, parce qu'on ne veut pas aller vers le tourisme quantitatif. Hein. Nous, on veut plutôt aller vers le qualitatif. Et ça ne va pas forcément attirer plus de tourisme. En revanche, ça va mobiliser l'attention, des crédits, des subventions, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes venu à Carnac récemment, mais on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'expérience visiteur. J'allais y venir. Ces sites ne sont pas forcément très bien aménagés. Numérisés. Voilà, il manque de la signalétique, il manque de l'information, il manque une muséographie. À Carnac, on a un très beau musée du néolithique qu'on est en train de rénover et on va y instiller un certain nombre de technologies, notamment tout ce qui est 3D, reconstitution numérique et également métavers et toutes ces possibilités des expériences. Voilà. Et c'est vrai qu'en tant que secrétaire général de Capgemini, bon, la compréhension de ces sujets mais peut-être un peu plus facile qu'un autre maire. Mais sans se projeter sur le projet, puisqu'il n'est pas encore tout à fait finalisé, est-ce qu'avec un casque de réalité virtuelle, on pourra se balader comme ça, comme si on était à l'époque du néolithique? Je ne sais pas, c'est un peu ça l'idée. Par exemple, nous avons un tumulus qui s'appelle le tumulus Saint-Michel, qui est très emblématique à Carnac. Il y a une petite chapelle qui est construite sur ce tumulus et on le voit de très loin quand on arrive de Carnac. Alors on a l'impression que c'est une montagne, mais c'est une construction humaine. Et aujourd'hui, on ne peut plus accéder dans le tumulus parce que la structure est un peu instable. Quand j'étais petit, on y allait avec un visiteur et c'est des souvenirs incroyables. Là, c'est fermé, c'est vrai qu'il y a... Et donc voilà, aujourd'hui, on a un projet de pouvoir revisiter ce tumulus, mais en utilisant les technologies du numérique. Avant de nous quitter, on a fait un grand pas dans l'histoire. Revenons dans le monde contemporain. Vos grands chantiers, parce que les problèmes de commerce et de centre-ville, c'est pas un vrai sujet parce que l'air de rien, il faut quand même un commerce dynamique. C'est quoi les grands enjeux de votre ville là, de Carnac ? En dehors du logement qu'on a évoqué, qui est l'enjeu principal, je pense que c'est l'environnement sous toutes ses formes. Une commune balnéaire qui, évidemment, ne peut pas être insensible au réchauffement climatique, à la montée du niveau des océans. J'ai déjà un plan de prévention des risques littoraux à Carnac, c'est-à-dire qu'une grande partie de Carnac-Plage a été aménagée sur un estran qui a été asséché au 19e siècle, qui est légèrement sous le niveau de la mer. Il y a un risque de voilà, il y a un risque de submersion. Donc je dirais que le deuxième enjeu, c'est l'environnement.
évidemment, c'est les circulations douces, c'est la fin du tout voiture. On a rénové le boulevard de la Plage assez récemment et on a diminué le nombre de places de parking par 2. Et on essaye de promouvoir le vélo, la marche, et c'est des choses voilà, qui sont importantes pour une station balnéaire. Le maire que vous êtes, je reviens sur ce chiffre extravagant, 4 300 et 55 000 en août. Ça nécessite une réflexion quand même sur la manière de se déplacer dans votre ville et aux abords. Vous avez, je sais pas, une réflexion sur un parking de délestement afin que chacun puisse vivre en vélo ou en voiture électrique. Comment on imagine le monde de demain là? Alors c'est très simple, hein, c'est une stratégie qui est menée dans d'autres villes. Si vous voulez faire utiliser des vélos aux automobilistes, il faut que vous les contraigniez dans un environnement qui leur soit moins favorable. Donc chaque nouvel aménagement urbain a cette stratégie en tête, c'est-à-dire de faire comprendre aux automobilistes qu'ils ne sont plus totalement chez eux, laisser de la place et une place importante aux circulations douces, vélos et piétonnes, et on avance, je dirais, à marche forcée sur ces sujets. On a lancé un plan Marshall des pistes cyclables à Carnac, c'est compliqué, mais je crois que nos concitoyens... C'est compliqué parce qu'il faut prendre il y a du foncier... Voilà, il faut créer des parkings, il faut mettre en place des systèmes de transport gratuit. On a une navette gratuite l'été qui s'appelle la Carnavette, qui sillonne la station, qui est gratuite et qui permet aux gens, à partir des parkings en amont, de se déplacer, d'aller à la plage et de revenir. C'est très simple, mais il faut simplement un peu de volonté et puis de moyens. Olivier Lepic, je reboucle ma question. Vous avez 3 activités, des travaux de recherche, parce que vous êtes un chercheur, vos activités de Capgemini et maire. Vous dites pas parfois c'est trop? Je vais en choisir une parmi les 3. Et j'ai l'impression que ma femme le dit souvent. Ouais, c'est ça, hein, mais moi non. J'ai l'impression. Comment ça représente quoi pour vous, parmi tout ce que vous faites, le rôle, j'ai même envie de dire la mission du maire? Mais je pense déjà d'avoir de nombreuses activités dans d'autres secteurs, je pense que c'est une richesse. En France, il y a, à mon sens, pas assez de perméabilité entre le monde de l'entreprise et le monde de la fonction publique et le monde politique. Vous regardez la sociologie de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de professions libérales, pas beaucoup d'entrepreneurs, pas beaucoup de gens qui sont en contact avec je dirais, la réalité. Donc ça, c'est pour moi une richesse parce que ça me permet, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand je suis devenu maire, j'ai regardé la façon dont fonctionnait la comptabilité publique. Et je l'ai tout de suite mis de côté. J'ai mis en place une comptabilité analytique. Comme dans une entreprise. Comme dans une entreprise, parce qu'une mairie, c'est une société de services. Oui. C'est une société qui délivre des services à des concitoyens qui n'est pas très différente de la façon dont fonctionne Capgemini. Et en mettant en place une comptabilité analytique, ce qui est un apport de ma vie, de ma deuxième vie professionnelle, eh bien, je gère beaucoup plus, je dirais, finement les finances de la commune, ce qui nous a permis d'ailleurs de baisser les impôts 3 années de suite ces dernières années. Ça, c'est bon pour un maire quand même, voilà, de pouvoir le dire. De savoir exactement combien vous coûte la médiathèque, combien vous coûte ce qui est, alors que la comptabilité publique n'est pas faite pour ça, et c'est dommage parce que somme toute, et je sais que ça peut choquer des gens, ça a choqué certains de mes collègues maires, une mairie, c'est une société de service. Oui, j'entends votre message, c'est vous rendez un service au public. Exactement. Et donc une qualité de service au public. Exactement. Un peu comme une entreprise qui jugerait un prestataire ou un... Et ce service doit être de qualité et il doit être, si possible, non dispendieux de l'argent public. C'est-à-dire faire la meilleure qualité au meilleur prix possible. C'est un vrai... On a un peu oublié dans ce pays, et l'État encore plus que les collectivités territoriales. Oui, je suis assez d'accord, et on est un État très dépensier. Et si on avait une comptabilité analytique, on y verrait peut-être un peu plus clair. Peut-être qu'il ne faut pas d'ailleurs en avoir. Je pense que si on était une entreprise, l'État aurait déjà déposé le bilan. C'est ça, on serait en faillite depuis une vingtaine d'années. Sans doute. Juste avant de nous quitter, est-ce que vos habitants de temps en temps viennent vous voir, indépendamment des dossiers très locaux, et vous interrogent sur le monde, parce que vous êtes un chercheur, sur tous les enjeux stratégiques? Ils viennent vous parler de Poutine, de tous ces sujets? Tout à fait, mais en fait je devance, puisque en fait une fois tous les trimestres, je fais un café géopolitique dans ma commune, où tout le monde vient au bar, prend une bière, comme ça existe, voilà, et puis on choisit des sujets. Le dernier, c'était évidemment la guerre en Ukraine. Évidemment. Et c'est vraiment très très sympa d'échanger avec les concitoyens sur d'autres sujets, qu'il y a un trou dans le bitume devant mon garage, ou l'arbre du voisin dépasse dans mon jardin. Prendre un peu de hauteur, quoi. Exactement. Voir le monde d'un hauteur. Avec ce classement potentiel au patrimoine mondial de l'UNESCO de cet espace de mégalithes. Potentiel, mais on va l'obtenir, croyez-moi. Je vous le souhaite, vous vous êtes battu pour cela. Merci Olivier Lepic, maire de Carnac, 44 300 habitants le 15 février, 55 000 en août, c'est dire qu'évidemment il y a un peu de travail. Allez donc jeter un œil à Carnac, c'est une très jolie ville. Merci Olivier, maire d'hiver droite de cette jolie ville de Carnac. Merci à vous.
Merci d'avoir suivi le Grand Journal des Mers et puis on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Écoutez, bonne visite évidemment dans les allées du salon et puis il y a plein d'émissions sur Bismart passionnantes ici à Versailles.